Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 29 novembre 2025. On se retrouve avec un BTC autour des 90-91 000 $, un Ether qui pour l'instant est bloqué autour des 3 000 et pour le moment, pour cette fin de semaine, à seulement 48 heures de la clôture mensuelle et de l'ouverture du dernier mois de cette année 2025, on est sur ce statu quo d'un BTC qui nous fait un rebond technique. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du point de vue d'un investisseur long terme sur Bitcoin, ce que nous sommes dans la commu, eh bien c'est de l'or en barre, ou devrais-je dire plutôt du Bitcoin en barre. Ok. Pourquoi ? Parce que ce type d'attaque sur BTC nous a toujours permis d'avoir des points d'entrée générationnels. En tout cas, pour ceux et celles qui ont vraiment compris ce que c'est Bitcoin. Car au final, peu importe ce que les gens pensent ou font de leur BTC, que BlackRock soit entré dans le game ou que JP Morgan nous fasse ses petites descentes d'organes, en 2025, la métrique est la suivante, Bitcoin n'a jamais autant été adopté. Et ça les terrifie. Et à chaque fois, et ce qu'on constate, c'est qu'avec tout ce qui se passe et toutes les attaques que Bitcoin subit, eh bien, les fondamentaux de Bitcoin ne bougent pas d'un poil, voire même se renforcent à chaque attaque. Bitcoin, c'est l'outil de résilience par excellence. Allez! Exemple, en juin 2015, on pouvait acheter 2 comprimés de Xanas pour à peu près 200 € de Bitcoin. D'ailleurs, si vous remarquez, un marché où on peut acheter les choses en Bitcoin comme moyen de paiement et que l'unité de compte est le Bitcoin, ça ouvre une parenthèse intéressante. Nous allons donc ouvrir une petite parenthèse à ici. Puisque les prix sont affichés en Bitcoin, Bitcoin devient donc une unité de compte. Puisqu'il permet de procéder à des achats, il s'agit là d'un moyen de paiement. Puisqu'entre 2015, l'époque des Xanas, et aujourd'hui, 2025, Bitcoin n'a pas fait que préserver sa valeur, il a aussi multiplié sa valeur par 500, il s'agit donc d'une réserve de valeur. Unité de compte, moyen d'échange, réserve de valeur, nous sommes exactement dans ce qu'Aristote définit comme étant une monnaie. Et cela, au moins depuis 2015. Nom de Zeus! Mais voilà, c'était en 2015 et malheureusement depuis les choses ont radicalement changé. On va donc aborder la deuxième partie de cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On va donc se poser la question, qu'en est-il de l'activité de Bitcoin dans les activités illégales? Et pour cela, on ne va pas inventer la roue, on va tout simplement regarder les études qui auditent très rigoureusement l'activité de ce réseau. Strategy, l'entreprise de Michael Saylor, pourrait bien faire face à la plus grande menace de son histoire. Rien à voir avec un effondrement du cours du Bitcoin, ni une nouvelle attaque de la SEC. Ce n'est même pas une crise de liquidité interne, du moins pas encore. Non, le danger qui pèse aujourd'hui sur Strategy est bien plus insidieux. C'est une simple règle émanant de la finance traditionnelle qui pourrait tout faire basculer et les forcer à vendre une part conséquente de leur Bitcoin. En quelques années, vous le savez, l'entreprise a accumulé près de 650 000 Bitcoins. Au cours actuel, ça représente quand même plus de 56 milliards de $. Saylor s'en est jamais caché, il a une conviction profonde dans l'invention de Satoshi Nakamoto. Et il en a fait la première grosse Bitcoin Treasury Company. Il a initié un mouvement sans précédent à Wall Street. Alors certes, c'est les plus gros et c'est toujours les seuls à utiliser Bitcoin de cette façon, mais figurez-vous que ça pourrait bien bouger dans les prochains mois. MSCI, le géant des indices boursiers américains, a récemment menacé de retirer les entreprises qui possèdent plus de 50% de crypto dans leur bilan. Et on clôturera au niveau des infos avec ce fonds de 5,57 milliards d'euros d'Amundi qui débarque sur la blockchain Ethereum. Et donc ce sera une collaboration avec Casseis afin de tokeniser le fonds euro sur la blockchain Ethereum, ce qui pourrait permettre par la suite peut-être à Amundi de proposer des ETP, des semblants d'ETF pour la faire courte, que ça soit du côté de Bitcoin ou Ether, et peut-être un jour éligible au PEA, en tout cas on l'espère. Ici JP Morgan, alors c'est un petit peu truqué le jeu, bon c'est un petit peu bidon, la grosse info c'est surtout que JP Morgan va intégrer dans les indices gérés par MSCI des Bitcoin Backbones, donc JP Morgan qui était pas trop pro crypto, encore qu'on les a vus rentrer en soum-soum depuis déjà maintenant un petit moment, qui essaye de finalement contrer un petit peu Strategy, notamment avec des puisqu'elle va faire rentrer des Bitcoin Treasuries Companies, donc des compagnies comme Strategy dans les indices MSCI. Désormais,
Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a eu des fausses annonces, hein, ce qui est assez courant avec JP Morgan, c'est-à-dire visiblement vouloir nuire aux entreprises lancer un nouveau produit financier, les Bitcoin Bytes. En fait, voilà, ça joue un peu au chaud et au froid avec la crypto du côté de JP Morgan, peut-être pour en accumuler le plus possible. En tout cas, ça sait pas trop où ça veut aller. Ah oui, Apple Pay permet également désormais d'acheter du Bitcoin directement avec Trust Wallet en 2 clics. Et ça, c'est vraiment un des plus gros obstacles à l'adoption qui est en train de disparaître. La troisième tentative, là, la police, elle intervient. Les mecs s'enfuient, bon, on connaît le schéma. Mais du coup, ils tentent une quatrième. Et là, les forces de l'ordre, ils arrivent avant qu'ils passent à l'action. Et ils les arrêtent tous. 2 mineurs, 4 majeurs. Bon, plaisanterie à part, ça montre quand même quelque chose. Le grand public croit encore à la crypto. Parce que si on se rend en bear market, tout le monde se dirait que ça ne sert à rien. Ce qui est marrant, c'est qu'ils pensent que c'est de l'argent magique qui se vole facilement. Ok, mais c'est quand même ultra traçable. Je suis pas sûr que ça soit plus smart que certaines valises qu'on a retrouvées chez des députés européens. Là, ça déborde, là. Ok, je me calme. Pas taper. Donc j'en profite pour le rappeler, si tu veux te protéger, arrête de l'annoncer de partout, arrête de montrer tes écrans, et si quelqu'un vous commence à vous poser des questions trop précises, et c'est le moment de fuir. Et les news de Crypto Détente qui nous poussent que la Suisse retarde le partage automatique des informations fiscales crypto jusqu'en 2027 malgré l'adoption officielle du cadre CARF le 1er janvier. Un choix qui confirme une fois de plus la position pro-crypto du pays. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que par exemple en France, tout est auto-déclaré. Donc dès que vous achetez le moindre centime en crypto-monnaie, forcément c'est déclaré. Donc tout ça, voilà, c'est le jour et la nuit effectivement entre la France et le reste du monde. On sait très bien qu'en France, on est quand même très reculé sur ce domaine-là, mais par contre très avancé sur le domaine fiscal, dans le sens où en fait, dès qu'il s'agit de taxer, là, la France est le meilleur, bien évidemment. Bref. Donc ici, si on baisse les taux le 10 décembre, ce qui est largement possible, on va arriver à 350-375 basis points, qui est 3,5-3,75%. Donc, avant de commencer à augmenter leur bilan financier, parce que je pense qu'il va y avoir un quantitative easing en Q1 ou Q2 2026. Ce qui veut dire dans la première moitié de 2026, selon moi, la Fed va commencer à augmenter leur bilan financier. Le marché n'est pratiquement concentré plus que sur 2 choses, la croissance de l'intelligence artificielle pour les 12 prochains jours et les 12 prochaines années, et si éventuellement peut-être nous serions dans une bulle, les pro-bulles et les anti-bulles qui sont souvent les mêmes changent d'avis à peu près toutes les 5 minutes, il va donc falloir apprendre à vivre avec. Et l'autre sujet du moment, bien sûr, c'est la baisse des taux. Viendra ou viendra pas. Je rappelle, pour mémoire, que vendredi dernier, il y a 8 jours après la publication des chiffres bidonnés de l'emploi américain du mois de septembre, la probabilité de baisse des taux s'était réduite à 30%. Dans les 3 jours qui suivirent, on a complètement viré de bord après avoir entendu les avis de 2 membres de la Fed et même pas celui de Powell. Aujourd'hui, à 11 jours de l'annonce sur les taux, on estime à plus de 80% la probabilité d'une nouvelle baisse des taux, comme quoi... Alors, clairement, aujourd'hui, c'est pas un argument suffisant, mais disons que ça appuie mon point de vue que la tendance moyen terme reste haussière et ne sera vraiment dégradée que sous 75 000, voire même 60 000 $. Là, ce sera inquiétant. Que cette accélération baissière, depuis qu'on est passé sous les 100 000, n'est qu'une phase de consolidation comme on a connu notamment en début d'année, et qu'après un plus de x2 en 2024, faire zéro, c'est pas catastrophique. En tout cas, ça se stabilise depuis quelques jours. Le premier vrai palier à repasser, c'est 94 000 $. Là, on pourra se projeter pour retourner au-dessus des 100 000 $. Mais je crois en fait que Bitcoin, depuis cet été, avait un comportement tellement solide qui nous a fait oublier que ça restait un marché volatile, parfois violent, que prendre du recul, adapter la taille de son exposition pour ne pas subir cette émotion positive et aujourd'hui extrêmement négative, c'est le meilleur moyen finalement d'absorber au final ces variations extrêmes. Quand on se retrouve avec un ratio de Sharpe qui est aussi bas, ça veut dire que le risque que vous prenez est inférieur au rendement potentiel que vous allez avoir. Et historiquement, ça a quand même plutôt bien topé les zones de surchauffe. Vous voyez, là, vous aviez un niveau de risque qui était très élevé, ce qui ne veut pas dire qu'il l'a pas réussi, mais vous voyez, on était très proche de la zone rouge. Là, on se rapproche de la zone verte, c'est-à-dire que le BTC redevient à un coût
qui est sous-évalué. C'est des analyses qui sont faites par des entités différentes. Vous voyez, quand je vous montrais tout à l'heure le quantile sur les statistiques, vous voyez, c'est pareil. Ils estiment qu'on est en discount, c'est-à-dire qu'on est en moins cher que ce qui devrait valoir. Donc après, à vous de penser ce que vous en pensez, mais je pense qu'effectivement, sur le long terme, un BTC qui est là aujourd'hui à 87 000 $, c'est un point d'entrée intéressant sur le long terme. Après, à court terme, à voir. Les gens qui veulent faire un coup sur 3 mois, je ne peux pas vous garantir que dans 3 mois, vous allez être en positif. Et celui qui le ferait, ça serait un truand, littéralement. Alors. Donc vous avez un petit peu le topo. Personnellement, c'est soit ça, soit on casse ça et le rebond est déjà terminé et on se donne rendez-vous déjà sur un nouveau plus bas. Mais bon, tant que les indices poussent, et je pense que les indices dirigent vers de nouveaux ATH, je pense plus que le scénario le plus probable, c'est venir récupérer le plus bas de jeudi et de vendredi dans le fair value gap et ensuite faire une petite continuation vers les 96 000. C'est plus quelque chose comme ça qu'on pourrait voir. Vis-à-vis d'Ethereum. Alors Ethereum, il n'y a toujours aucun acheteur. Ils absorbent les vendeurs. Hein. Donc pour mon avis, c'est du market making qui vient absorber les vendeurs sur le marché spot. Parce que je pense qu'il y a une volonté d'aller un petit peu plus haut et de suivre BTC. Mais on voit qu'il est plus faible, l'Ethereum direct. Moi, je le vois directement. Déjà, en termes de price action, ça se voit. Mais également ici, les acheteurs sont pas là. On voit que c'est toujours les vendeurs qui maîtrisent le marché. Donc il y a toujours une pression vendeuse agressive, contrairement au Bitcoin où c'est pas le cas. Pour moi, on a beaucoup plus de probabilité de revenir chercher cette poche de liquidité avant de matérialiser un rebond vraiment très fort sur le BTC. On verra, en tout cas, ça c'est un niveau qu'il faut garder en tête. Et maintenant, voici le graphique qui illustre la vérité froide sur le marché des altcoins. Je vois beaucoup de personnes qui sont assez haussiers par rapport à l'arrêt du quantitative tightening et j'aimerais vraiment vous rappeler la différence qu'il existe entre la force du marché des altcoins face au Bitcoin et la force du marché des altcoins face au dollar. Au-dessus, vous avez le marché des altcoins face au BTC. En 2019, on a eu l'arrêt du quantitative tightening en septembre et le début du quantitative easing suite au Covid-19 le 12 mars 2020. Donc entre ces deux périodes, il peut se passer beaucoup de choses et quand on regarde le marché des altcoins face au BTC, ce dernier s'est renforcé à hauteur quasiment de 40% face au Bitcoin. Mais dans le même temps, face au dollar, donc qui est le graphique qui est juste en dessous, ce marché des altcoins, lui, a déprécié donc de moins 40% en valeur du dollar. Et c'est vraiment ça où il faut faire toute la différence avec ce que vous pouvez voir passer. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.